Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h, Maxime Liédo. 8h36 sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à 10h, 0826 300 300. Est-ce que l'État a encore les moyens de protéger les Français face au coût de l'énergie qui augmente, notamment dû à la crise qu'on connaît naturellement au Moyen-Orient il y a quelques jours déjà, et cela fait depuis quelques jours que les oppositions demandent en réalité au gouvernement d'agir sur le prix de l'essence qui monte, sur le prix du gaz également qui ne cesse d'augmenter. Est-ce qu'il faut aller vers un blocage des prix? Est-ce qu'il faut aller vers une baisse de la TVA? En tout cas, c'est la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, mais également ministre déléguée à l'énergie depuis le dernier remaniement, qui prend la parole ce matin dans le JDD. Et elle affirme, attention, le fameux bouclier tarifaire que l'on avait pu faire au moment de la guerre en Ukraine, écoutez bien, ça avait coûté 72 milliards. Sous-entendu, nous n'avons plus tellement les moyens de prendre une telle décision. Et puis, concernant d'autres idées qui sont sur la place politique ou dans l'espace médiatique, le blocage des prix ou tout simplement une baisse de certaines taxes sur l'essence, visiblement, elle n'y donne pas suite. D'où cette question qu'on vous pose ce matin sur le site, les réseaux sociaux et naturellement au standard 0826 300 300. Est-ce que le gouvernement a encore les moyens de protéger les Français contre la hausse des coûts de l'énergie? Sud et votre radio, vous avez la parole. Et pour avoir ce débat en studio, je suis ravi d'accueillir en ce dimanche matin Marc Baudrier, bonjour. Bonjour. Directeur adjoint de la rédaction de Boulevard Voltaire, et Émilie Zapalski, bonjour. Bonjour. Communicante, éditorialiste politique et fondatrice de l'agence Émilie Conseil. Vous, première question, après j'imagine la lecture de cette longue interview de Maud Bréjon dans le JDD ce matin, est-ce que, en effet, vous observez, est-ce que vous souhaiteriez que le gouvernement, oui, prenne des mesures concernant la hausse des coûts et la hausse du prix de l'énergie pour beaucoup, que ce soit sur le gaz, que ce soit notamment à la pompe à essence? Émilie Zapalski. Ce qu'on sait, c'est que les Français sont un petit peu habitués à cette espèce de perfusion un peu de l'État pour combler dès qu'il y avait un manque. On l'a eu au moment de la crise du Covid. Le quoi qu'il en coûte a laissé beaucoup de traces parce qu'il a été très difficile à arrêter puisque les Français s'attendent à chaque fois qu'ils ont un problème à ce que l'État intervienne. Après, là, on a une véritable crise dont on ne sait pas combien de temps elle va durer, qui va avoir de véritables impacts sur les prix de l'énergie. Et moi, j'ai l'impression que ce qui est le plus difficile pour l'État, c'est de faire de la dentelle sans faire une usine à gaz. Je pense que le plus urgent, c'est peut-être de protéger les gens qui sont les plus modestes et peut-être pas tout le monde. On sait qu'en baissant la TVA, on baisse pour tout le monde et c'est complètement débile parce qu'il y a des gens qui peuvent payer toujours le prix. Tout le monde n'a pas le même portefeuille. Voilà, et on avait eu la tentation de faire ça, l'État avait eu la tentation de faire ça à la dernière crise, je pense que c'était au moment de l'Ukraine, mais n'arrivait pas à ne pas faire une usine à gaz. Mais moi je pense que c'est indispensable de commencer à réfléchir à ce type de dispositif qui épargne les plus modestes et qui laisse le prix pour les autres qui peuvent se le permettre. Il faut qu'on mette ça en place. Et je le dis même au-delà de la crise qu'on vit aujourd'hui, c'est demain, on va avoir une transition écologique à financer et il va falloir aussi inventer des dispositifs qui épargnent les plus modestes. Marc Baudrier. Oui, non, mais en fait, on pose là le problème de la dépendance de l'État à la dette, quoi. On a une dette qui est absolument monstrueuse et on est à des pays qui est le plus à charge de l'État en réalité. Et les Français ont vraiment le réflexe de se tourner vers l'État pour demander des efforts. La réalité, c'est qu'il faudrait que l'État parviennent à être autonomes sur le plan de l'énergie. Et là, je pense notamment au prix du gaz, parce qu'on nous promet aussi des augmentations du prix du gaz. Plus de 20%. Plus de 20%. Alors, c'était extraordinaire que, si vous voulez, il y ait une crise en Iran, qui est quand même assez loin de la France, et que le détroit d'Ormuz soit bloqué par les Iraniens, et que du coup, les Français soient obligés de payer leur gaz plus cher. Mais pourquoi? Parce que l'Union européenne a pratiqué des politiques complètement dingues, qui font que l'autosuffisance des Français en matière électrique, puisque nous avons un parc nucléaire extrêmement puissant, est complètement annulé, gommé par des accords qui ont été passés et qui font qu'aujourd'hui, on dépend du gaz qui est puisé Dieu sait où et qui est bloqué dans le détroit d'Ormuz. Donc c'est ça qui est dingue, c'est les politiques publiques et la dépendance énergétique. Voilà, et la dépendance énergétique qui font que les Français sont obligés de payer en bout de course les dégâts d'une politique dingue. Mais le gouvernement a-t-il encore les moyens de protéger les Français contre la hausse des coûts? 0826 300 300. Émilie Zapalski, vous vouliez réagir? Je pense qu'il y a deux choses. Il y a l'urgence immédiate. Il y a maintenant, qu'est-ce qu'on fait
vis-à-vis de ce prix de l'énergie, gaz, pétrole, qui risque d'augmenter énormément. Est-ce qu'on protège ? Est-ce qu'on protège pas ? Je pense que l'État ne pourra pas faire autrement que de protéger. Alors vous parlez de la dette, c'est le deuxième élément. Comment on arrive à être plus autonome en matière d'énergie ? On a bien vu que c'était un enjeu géopolitique énorme. Et même un enjeu politique interne quand on a vu les nombreux débats autour de la fameuse PPE3, le plan pluriannuel de l'énergie. On a vu à quel point ça cristallisait les passions. Oui, évidemment. Et il faut commencer à réfléchir à comment on peut être autonome sur le plan de l'énergie. C'est véritablement le nerf de la guerre. Sauf que c'est de l'investissement. Alors vous parlez de la dette, oui, mais c'est de l'investissement. Là, c'est vrai qu'aider les ménages aujourd'hui, c'est de la dette qu'on va fabriquer, mais ça va être indispensable pour certains qui sont les plus modestes, et je le redis, qui pourront pas se chauffer, qui pourront pas aller au travail. Donc il va falloir quand même aider une partie de la population vis-à-vis de ça. Ce qui serait l'erreur, c'est d'aider tout le monde. C'est aider tout le monde. Après, il faut réfléchir à notre autonomie énergétique, et ça, c'est de l'investissement. Et c'est comme un gros mot aujourd'hui, l'investissement, parce que quand on pense à investissement, on pense qu'on a dette. Tellement de choses à combler déjà que pour beaucoup l'investissement, ça paraît presque démesuré quand on voit, je sais pas moi, l'état du service public, l'état de l'école. Beaucoup se disent, moi je veux bien éventuellement penser aux éoliennes ou à l'indépendance énergétique, mais tant que j'ai pas mon centre-ville qui a un tout petit peu plus de vie, l'hôpital dans lequel j'attends 3 heures avant d'avoir une consultation. C'est surtout le retour sur investissement qu'on voit pas, parce que quand il y a un investissement, normalement dans une entreprise c'est comme ça, il y a un retour sur investissement. On investit pour se dire, à terme j'ai des services publics qui marchent mieux, à terme je suis autonome énergétiquement. Et ça, c'est vrai qu'on a du mal à le refaire, on a du mal à réfléchir à comment on peut faire ça, mais moi je pense que c'est indispensable. Donc il y a ces deux notions, l'urgence et puis le long terme. Je souligner que si l'État aide, il va emprunter pour ça, évidemment, des sommes considérables, ce sont des dizaines de milliards d'euros, on n'est pas sur l'épaisseur du trait là, et ce sont donc les Français qui vont le payer. Oui, mais comment vous faites pour des gens qui pourront plus... Non, mais donc si vous voulez, on tourne en rond. Je pense qu'il faut... Le vrai sujet... Regardez les gilets jaunes. Indéfiniment creuser notre dette. Des gens qui pourront pas aller au travail parce qu'ils ne pourront pas se payer le prix du carburant. Comment on fait ça? C'est de la croissance. Quelqu'un qui peut pas travailler, si vous l'aidez pas. Mais beaucoup disent aussi, Émilie Zabalski, c'est quand même assez minable dans la 7e puissance du monde parce qu'on avait inventé quelque chose. Quand je dis on, c'est l'État, c'est les fameux chèques énergie. Puis après, il y a eu les chèques les chèques essence. Outre l'usine à gaz que vous dénoncez tout à l'heure, beaucoup disaient on peut pas aujourd'hui être dans la 7e, peut-être même la 8e puissance du monde et envoyer des chèques aux gens pour qu'ils puissent rouler. C'est totalement inadmissible. Même d'un point de vue politique, c'est insupportable qu'un pays doive faire ça. Moi, je pense pas que ça soit insupportable. Ce qui est insupportable, c'est de ne pas réussir à faire de la dentelle. C'est un système à l'URSS, au fur et à mesure. Oui, mais comment vous faites? Vous laissez les gens ne pas pouvoir aller... une efficacité dingue sur la longueur. Oui, le plus drôle étant sur la longueur. C'est vrai qu'il y a des années, on a pu y croire, mais bon, après... Non, ce que je pense, ça fait longtemps. Encore une fois, c'est de faire de la dentelle, c'est de arriver à pouvoir aider les gens les plus modestes et pas tout le monde, parce qu'il y a des gens qui vont continuer à pouvoir faire des pleins à 50, 100 euros, et d'autres qui, à 30 euros, pourront plus aller travailler, parce qu'il n'y a pas que des métropoles. Il y a des gens qui prennent leur voiture. C'est une usine à gaz. Donc moi, je crois qu'il faut surtout que la France se déconnecte de ce système européen qui fait que le prix de l'électricité, notamment, est indexé sur le... Ça, c'est possible, il y en a qui sont sortis. Sur le prix du gaz. Donc, nous produisons une électricité pas chère, on a énormément de centrales électriques, on est très costaud là-dedans, et on est indexé sur l'énergie qui est la plus volatile au monde, qui est le gaz. Donc, et sur laquelle on ne maîtrise rien, puisqu'on ne produit pas de gaz. À la fin, vous allez voir que ce qui va se produire, c'est que l'oncle Donald Trump va venir et nous proposer son gaz à 10 fois le prix et qu'on va être obligé de l'acheter. Mais je suis d'accord, mais ça c'est plus long terme aussi. Pardonnez-moi, mais est-ce qu'il n'y a pas... L'énergie, c'est de la politique à long terme. Est-ce qu'il n'y a pas aussi... Non, mais je vous en prie, un peu de vivacité dans le débat ce dimanche matin, ça ne fait mal à personne. Est-ce qu'il n'y a pas aussi là la question de l'efficacité de l'État, dans le sens où quand on voit les différentes réunions pour convoquer les différents distributeurs en disant surtout n'élevez pas trop le prix, et qu'on voit des prix à la pompe qui dépassent les 2 euros, qui avoisinent largement les prix, que certains qui se permettent déjà de répercuter les prix sur tout simplement de l'essence qui était déjà stockée. Quand on voit aussi le ministre qui dit de toute façon, si jamais il y a cette hausse des prix, on fera la fameuse stratégie du name and shame, c'est-à-dire de dénoncer les entreprises qui ne respectent pas les règles. Il y a quand même la sensation là aussi de l'impuissance de l'État sur ça. Il y a un État, il y a un État qui est impuissant, il y a un État qui n'arrive plus à avoir une efficacité sur les services publics, sur tout ça, et c'est vrai que ça, il y a un moment où il va falloir que ça s'arrête, il va falloir qu'on soit plus intelligent là-dessus. Sur les décisions, on a quand même un Parlement qui est complètement verrouillé, enfin on peut plus prendre une décision, regardez la PPE, comment elle a été... C'est presque de l'autorité de la part des ministres, ça demande même pas par le Parlement, parce que le ministre qui fait les réunions et qui convoque... regardez la PPE, donc la loi de programmation sur l'énergie,
elle a été votée un petit peu comme ça par décret parce que on n'arrive pas à avoir de cohésion et d'intelligence collective pour faire quelque chose qui tient la route. On est quand même un peu dans quelque chose qui est sclérosé pour le moment au niveau de l'Assemblée. Donc c'est difficile pour le gouvernement et il fait avec des petits bouts de chandelle comme ça, de ci, de là, des décisions. C'est pas quelque chose qui ressemble à une politique pensée sur le long terme. Marc Baudrier. Non, mais la mécanique, en fait, c'est que l'État prend la majeure partie du prix. Le prix qu'on paye à la pompe. Près de 51%, en taxes notamment. Oui, mais pourquoi ? Pour 51%, ce sont aussi des taxes. Donc ensuite, il va tirer l'oreille des pétroliers. Mais les pétroliers, ils ont qu'une petite partie de la marge, parce qu'il y a aussi le distributeur, etc. Donc, si vous voulez, on joue sur des personnes qui finalement ont une petite marge. Alors après ça, il y a un effet d'aubaine, là, apparemment, qui fait que les pétroliers, même s'ils n'achètent pas plus cher leur pétrole, le vendent plus cher. Et donc, la marge, elle passe bien dans une poche. Pourquoi est-ce que la concurrence ne fonctionne pas entre ces grands pétroliers ? C'est ça la vraie question qu'il faut se poser. Parce que celui qui aujourd'hui refuserait de monter, dirait non, moi je reste au prix plancher, etc. Et évidemment, il aura beaucoup de monde chez lui. Et voilà. Certains distributeurs l'ont fait, ont fait des efforts supplémentaires. Normalement, le fameux prix, alors peut-être pas au prix concurrence, coûtant, mais en tout cas certaines enseignes sont devrait jouer. Et c'est vrai que l'État, là-dessus, devrait avoir la main pour dire il faut que la concurrence joue et joue vraiment. Voilà. Je pense qu'il y a eu des négociations, puisqu'il y a eu des prix justement au moment de la crise ukrainienne. Il y a eu des prix, en effet pas au prix comptant, mais certains distributeurs ont accepté de baisser un petit peu plus. Mais bon, c'est vrai qu'on est sur quelque chose où ils ont un poids énorme. Est-ce qu'il n'y a pas là quand même aussi tous les ingrédients quand même pour qu'on retrouve, notamment à quelques jours des municipales, tout le terreau des gilets jaunes? Parce qu'on a la sensation quand même d'un État impuissant. On a à nouveau ces questions sur le prix de l'énergie. On a cette question plus que importante, notamment pour tous ceux qui nous écoutent, c'est-à-dire de l'essence qui augmente, l'incapacité d'aller travailler, un budget qui va se retrouver amputé de quelques euros par semaine, donc à la fin du mois, peut-être des petits plaisirs ou tout simplement une survie qui est mise en danger. Ça, forcément, ça reste extrêmement sensible dans l'opinion publique, Marc Baudrier. Oui, bien sûr, c'est très sensible, mais je pense que pour l'instant, on est quand même sur des augmentations qui sont assez faibles. Ça ne me paraissent pas suffisantes pour provoquer une levée de bouclier dans toute la France, d'une part. Deuxièmement, il y a l'incertitude de la guerre. On ne sait pas, vous savez, ces guerres, c'est toujours pareil. On sait quand ça commence, et on pense toujours que ça va être très court. C'était comme ça en 14, en 39, et dans beaucoup de guerres, on pensait que 15 jours après, les soldats seraient revenus. Là, c'est pareil. On part plutôt sur un conflit court, mais en fait, on n'en sait rien. S'il est très court, toute cette flambée qui est relative pour la France, puisqu'on a des stocks, et donc elle s'impacte pas quand même au maximum pour l'instant. Cette flambée retombera, évidemment, si ça dure. Là, ça va être beaucoup plus compliqué sur le plan des coûts de l'énergie. Mais pour l'instant, je pense que les conditions ne sont pas réunies pour une grande flambée, un grand soulèvement populaire. Oui, mais moi je pense quand même que cette colère, ces craintes, ces difficultés à vivre au quotidien, elles sont toujours là. Depuis les Gilets jaunes, elles n'ont pas beaucoup faibli, parce que, à part donner des chèques, en effet, on n'a pas fait grand-chose pour ces populations qui sont plus en difficulté que d'autres. Donc ce terreau, il est toujours là. Après, ce qui change, je pense, c'est le contexte de la guerre. Ça inquiète quand même, et on fait nation beaucoup plus quand il y a ce contexte-là et qu'on a peur, qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Donc je pense pas que ça soit propice au développement de ce type de mouvement à l'heure actuelle. Mais éventuellement, si ça se poursuit, on va voir. Mais je pense qu'on est plutôt à voir au niveau géopolitique comment les choses se passent. Et puis c'est la fameuse arrivée aussi de la passion française qui commence à se développer de plus en plus pour l'actualité internationale. On le remarque quand même, que ce soit sur les chaînes info, maintenant quand on zappe, elles sont toutes en édition spéciale avec des audiences en augmentation. Beaucoup d'instituts de sondage commencent à dire que, y compris pour les municipales, le poids de l'actualité internationale va peser. Est-ce que vous pensez aussi que tout d'un coup, un peu happé par cette actualité internationale, un peu happé par un monde en plein bouleversement, les Français vont avoir, non pas tendance à calmer leur esprit révolutionnaire, mais à se dire que c'est vrai qu'on ne peut pas tout demander à un pays quand on est dans un tel état du monde? Regardez, ne serait-ce que la cote de popularité d'Emmanuel Macron, à chaque fois qu'il y a un conflit, c'est l'effet drapeau. On se range derrière le président, on a peur, on fait nation. Donc oui, il y a cette appétence pour l'international, mais
parce qu'il y a beaucoup d'anxiété. Je pense que ça pète un peu dans tous les coins. On a quand même un président des États-Unis qui est impulsif et dont on ne sait pas du jour au lendemain ce qu'il va décider, est-ce qu'il va reculer, est-ce qu'il va avancer. Il fait beaucoup de choses. Quel nouveau territoire il va aller conquérir? On a du mal, et puis on a du mal à réfléchir en dehors de ce qui nous donne comme information. Regardez l'Europe, vous parliez de l'Europe. L'Europe, elle est complètement sclérosée par les décisions de Donald Trump. On ne pense qu'à lui, finalement. Donc je pense que pour l'instant, les Français, ils sont plutôt inquiets, plutôt qu'à vouloir faire la révolution dans leur propre pays. Marc Baudrier. Oui, on sent qu'il y a les Français sont un peu subjugués par la guerre, comme ils l'étaient au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine. D'ailleurs, ça avait écrasé absolument toute l'actualité. C'est vrai qu'il y a une inquiétude. On se demande quelles seront les répliques chez nous. Et puis surtout, on nous a expliqué pendant des décennies que maintenant, on était tellement intelligents, on avait des structures internationales tellement super, etc., que la guerre, c'était fini, c'était appartenait au passé et que c'était la fin de l'histoire, notamment de l'histoire des guerres. Et les Français découvrent avec un peu de frayeur, et on les comprend, que la fin de la guerre, pas du tout, puisque on a eu la guerre en Ukraine, après bien d'autres d'ailleurs, et aujourd'hui la guerre en Iran, dont on ne sait absolument pas jusqu'où ces conflits peuvent aller et mener. Donc évidemment, il y a un effet de sidération en France qui étouffe notamment la campagne des municipales. Oui, et d'autant plus que la France, dans tout ce jeu-là, n'a pas tellement de voix très importante. Enfin, on a perdu beaucoup d'influence géopolitique. La France et même l'Europe, c'est-à-dire qu'on voit un petit peu tous ces conflits comme des spectateurs et pas tellement comme des acteurs, et ça c'est terrible. Et peut-être que si on veut voir un peu du positif là-dedans, ça serait peut-être un électrochoc pour l'Europe, pour la France, de se dire comment. Mais comment? Parce que déjà on une peut guerre en Ukraine à nos frontières, c'était censé être un électrochoc. J'ai pas vu de grands changements. Moi, je reste toujours positif. Je me dis, on a quand même cette puissance de frappe de l'Europe. C'est quand même 450 millions. Enfin, je veux dire, c'est l'équivalent des États-Unis. Donc, est-ce qu'un jour on peut se réveiller pour peser, comme on a pu peser auparavant? La France aussi a pesé dans certains pays, dans certains conflits, ce qui est plus du tout le cas. C'est vrai qu'on a un président qui est pas forcément à la hauteur de cet enjeu-là. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je considère, qui a essayé, mais qui a échoué beaucoup. Mais il y a une possibilité, sûrement. Mais je crois pas. Je pense que c'est la fin de ces grands ensembles chaotiques, mal ficelés, sans autorité véritable. Aujourd'hui, on assiste au réveil des grandes nations, la Chine, les États-Unis et d'autres, et je pense que ces ensembles mous et encore une fois mal fagotés, c'est la fin. Et pour reprendre une phrase qu'on peut lire dans la presse ce dimanche, c'est que l'Europe est un marché mais plus une puissance. Je crois que c'est absolument. Ça permet de vous mettre d'accord, ce qui est déjà pas mal. Merci beaucoup Marc Baudrier, directeur adjoint de la rédaction de Boulevard Voltaire, d'avoir été avec nous ce matin, et merci beaucoup Émilie Zabalski d'être venue faire un tour dans le studio de Sud Radio ce matin, communicante, éditorialiste politique et fondatrice de l'agence Émilie Conseil. Dans un instant, le point sur l'actualité, le journal des sports et la revue de presse, mais juste avant ça, on fera un petit tour par le On en parle.